Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 30 janvier 2026, épisode 564. Et aujourd'hui au programme, nous débutons avec une analyse technique du Linux Kernel Runtime Guard, le LKRG. C'est un module conçu pour renforcer l'intégrité du noyau en temps réel face aux exploits. Du côté de la CISA, une nouvelle vulnérabilité activement exploitée rejoint le catalogue Kev, imposant des mesures correctives immédiates pour les agences fédérales. Mais pas que. Nous aborderons également l'avis de sécurité critique publié par WatchGuard, signalant une faille majeure sur des appliances de sécurité réseau. Merci à Bernard. Et sur le front des menaces avancées, focus sur le groupe UAT 8099 lié à la Chine, qui cible spécifiquement les serveurs Microsoft 2IS avec des extensions malveillantes. Et enfin, nous reviendrons sur l'affaire d'espionnage industriel impliquant un ex-ingénieur de Google accusé de vol de secrets commerciaux. Le Linux Journal publie une analyse technique approfondie sur le Linux Kernel Runtime Guard, ou le LKRG. C'est un module de noyau conçu pour renforcer l'intégrité des systèmes Linux en temps réel. Contrairement aux solutions de sécurité traditionnelles qui se concentrent sur la détection de signatures logicielles malveillantes, LKRG va opérer en surveillant les divergences structurelles au sein même du noyau pendant son exécution. Le module effectue des vérifications d'intégrité sur les structures de données critiques du noyau et détecte les modifications non autorisées du code souvent indicatives d'une exploitation active. L'article détaille comment LKRG est capable de bloquer diverses classes d'exploits, notamment ceux qui tentent de modifier les identifiants de processus, les fameux PID, ou les privilèges des utilisateurs sans autorisation. Lorsqu'une anomalie est détectée, le système peut réagir immédiatement, par exemple en terminant le processus incriminé ou en provoquant un kernel panique pour prévenir une compromission totale. Cette approche offre une couche de défense vitale contre les vulnérabilités type 0-day qui n'ont pas encore de correctif et en se basant sur la détection comportementale des violations d'intégrité plutôt que sur la connaissance préalable de la faille ou de la menace. C'est hyper intéressant, je vous recommande fortement l'article. C'est un peu technique, mais pour ceux qui ont l'habitude de lire le code source du kernel, c'est vraiment le très 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 bon niveau. L'agence de cybersécurité des infrastructures, la CISA, a mis à jour ce 29 janvier 2026. Alors 29 janvier, c'était hier, mais ils ont publié hier soir tard dans la nuit, et leur catalogue de vulnérabilités connues et exploitées, le fameux Kev, a ajouté une vulnérabilité spécifique dans l'exploitation active, a été confirmée dans la nature. Alors la vulnérabilité, elle concerne la CVE 2026-1281. Ça touche les produits Ivanti Endpoint Manager, classique quoi. Ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus. Pourtant, ils ont un beau score CVSS, ils ont du 9.8, donc on est sur une critique. On est sur un CWE de 94, donc c'est Improper Control of Generation of Code, l'injection de code tout simplement. Ils savent faire super long les Américains, mais ils n'y arrivent pas. Par contre, il y a le lien sur l'article d'Ivanti dans sa base de connaissances. C'est extrêmement intéressant. Je vous recommande fortement de regarder et d'appliquer les patchs au plus vite. Alors, un avis de sécurité de WatchGuard qui m'a été communiqué par Bernard de la belle province de Québec, c'est l'équipe de réponse aux incidents de sécurité des produits, le PSERT de WatchGuard, qui a publié ce nouvel avis. La référence est le WGSA 2026-0001, et c'est un avis qui concerne une vulnérabilité identifiée affectant les appliances de sécurité réseau de l'entreprise, bien que le détail technique précis de l'exploitation soit souvent restreint dans un premier temps pour éviter une prolifération des attaques. L'avis indique que la faille pourrait permettre à un attaquant distant de compromettre l'intégrité du système ou d'accéder à des privilèges élevés sur les équipements non mis à jour. WatchGuard insiste sur la nécessité pour les administrateurs réseau de vérifier immédiatement les versions de firmware installées sur leur dispositif Firebox et autres solutions de périmètre. Des correctifs logiciels ont été rendus disponibles et vont être déployés sans délai. L'avis met en lumière les risques associés aux équipements de sécurité de périmètre qui, s'ils ne sont pas maintenus, peuvent devenir des points d'entrée privilégiés pour les cybercriminels. C'est à lire, vous avez le lien dans la description de l'épisode. Un rapport technique récent relayé par The Hacker News met en lumière les activités d'un acteur menaçant, un APT connu sous le nom de UAT 8099, dont les opérations sont liées à des intérêts basés en Chine. Ce groupe concentre actuellement ses efforts offensifs sur les serveurs de Microsoft Internet Information Service, les fameux 2IS, et l'analyse de leur campagne révèle une méthodologie sophistiquée visant à compromettre ces serveurs web pour y établir une persistance à long terme et à faciliter l'exfiltration de données sensibles.
Les chercheurs en sécurité ont observé que UAT 8099 utilise des techniques spécifiques pour implémenter des logiciels malveillants directement au niveau des extensions de ZIS, rendant la détection difficile pour les solutions de sécurité conventionnelles, qui surveillent principalement les fichiers statiques. Une fois l'accès obtenu, souvent par exploitation de vulnérabilités non corrigées ou d'identifiants faibles, les attaquants déploient des outils de command and control pour naviguer latéralement dans le réseau de la victime. Cette campagne de cyberespionnage cible principalement des entités stratégiques cherchant à dérober de la propriété intellectuelle et des informations confidentielles. Le rapport exhorte les administrateurs du serveur de ZIS à renforcer la surveillance des journaux d'événements et à auditer rigoureusement les modules installés pour détecter toute activité anormale associée à ce groupe. Le site HelpNet Security a rapporté aujourd'hui les développements judiciaires concernant un ancien ingénieur logiciel de Google accusé de vol de secrets commerciaux et d'espionnage industriel. L'affaire met en exergue les risques persistants liés aux menaces internes au sein des grandes entreprises technologiques. L'individu a été formellement accusé d'avoir exfiltré des données propriétaires confidentielles, potentiellement liées aux technologies d'intelligence artificielle ou d'infrastructures de calcul au profit d'une entité concurrente et d'un gouvernement étranger. Selon les documents judiciaires cités, l'ingénieur aurait utilisé ses accès privilégiés pour télécharger des milliers de fichiers internes avant de tenter de dissimuler ses traces numériques, et l'incident va souligner la complexité de la gestion des accès et de la prévention des fuites de données DLP face à des employés disposant de compétences techniques avancées. Alors, j'ai lu un peu dans le détail l'article de HelpNet Security, il est un peu light, mais quand on se met à chercher un peu sur Google et sur les avis judiciaires américains, c'est hyper intéressant. Cette personne travaillait chez Google, elle se retrouve, entre guillemets, à avoir des accès et des dispositions sur des données sensibles. Non seulement il va les copier à travers son cloud privé, c'est ça qui est extraordinaire, mais comment il s'est fait calculer? Parce que le but du jeu, c'est de savoir comment le gars va se faire attraper. Il va pas se faire attraper avec les technologies de DLP et compagnie. Hein. Non, c'est beaucoup plus stupide que ça. Déjà, il avait une complicité interne qui badgeait pendant qu'il était absent. En un mot, il était en Chine. Hein. C'est ça concrètement ce que c'était. Il allait en Chine et il était à essayer de monter une start-up. Et il monte sa start-up et il va faire un pitch devant des investisseurs. Et c'est là qu'il va sortir, entre guillemets, toutes les informations en provenance de chez Google pour faire croire que sa start-up était hyper avancée. Il était en train de revendre le boulot de Google. Sauf qu'il l'a fait de façon publique. C'est comme ça qu'il s'est fait attraper. Et le gars, quand il est revenu, il s'est fait poncer, quoi. Bon, grosso modo, ce qui est très intéressant quand vous allez chercher par vous-même, vous allez voir, le gars, il craint quand même 200 ans de peine cumulée aux États-Unis. Il a 34 ans. Je pense qu'il sortira, il aura un pied devant, un pied derrière, comme on dit. Hein. C'est les deux pieds dans la tombe pour moi, c'est le truc. C'est pas du tout rentable. Ce qui est hyper intéressant, c'est de voir que des personnes qui ont accès à des informations sensibles, on avait parlé déjà un petit peu hier avec le directeur par intérim de la CISA qui va sur ChatGPT pour mettre des documents classés, c'est que les gens ne se rendent pas compte que on peut sortir de l'information de n'importe quel endroit ultra sécurisé, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on peut le faire. Mais il faut vraiment avoir un niveau, je dirais qu'il faut être complètement... C'est là qu'on voit que les gens ne réfléchissent pas, ils sont totalement inconscients. Vous volez des données sensibles et vous allez faire un exposé devant des investisseurs avec les données que vous venez de dérober. C'est juste, il a cru que les investisseurs qui étaient basés en Chine allaient laisser passer le truc et surtout que Google n'allait pas faire une veille là-dessus, quoi. C'est hyper intéressant, c'est passionnant. Ça montre aussi que le DLP n'est pas la solution miracle. C'est pas avec des outils qu'on fait de la cybersécurité, c'est avec des hommes, avec des moyens. Il faut des outils, mais il faut aussi des hommes. Et c'est une très belle leçon d'histoire. Je vous recommande fortement de chercher. Prenez les sources américaines. C'est sorti au niveau du FBI. C'est là que j'ai lu. C'est hyper intéressant. Et voilà, cet épisode se termine ici. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09 ou par email directement sur radiocessort@gmail.com. Si vous êtes un nouvel auditeur, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de Radio Cessort. Nous sommes disponibles sur les principales plateformes, que ce soit Apple Podcast, Amazon Music, YouTube, Deezer et Spotify. Tous les liens permettant de retrouver les sources OSINT utilisées dans cet épisode sont disponibles sur radiocessort.org ou dans la description de l'épisode. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. Prenez soin de vous, passez un excellent week-end. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Je suis pas sûr de faire la newsletter demain, je pense que ça sera plus vers dimanche.
Et puis je vais voir parce que j'ai eu pas mal de retours. J'ai eu pas mal de retours. J'ai eu 2 retours. Voilà, c'est pas mal. J'ai eu 2 retours sur la newsletter. Et il y en a un qui était intéressant. Il me demandait de revenir à l'ancien format parce qu'il s'en sert comme référentiel durant, je le suppose, pour récupérer les épisodes, les sources, etc. Mais il faut se rendre compte que faire la newsletter telle que je la fais, c'est pas une IA qui la génère. L'IA va me corriger. J'utilise moi vraiment l'IA, c'est pour me corriger les fautes d'orthographe et un peu de wording. Mais je dois quand même l'écrire au départ. Et je sais pas faire, entre guillemets, je sais pas générer des newsletters en une fois avec un prompt, quoi. Il y en a qui font ça super bien, c'est leur métier, moi c'est pas le mien. Et ce que j'essaie de mettre dans les newsletters, c'est quelque chose de concret, de vérifier, surtout d'éviter qu'il y ait des carabistouilles, parce que ça arrive, comme partout, on fait des erreurs. Donc j'essaierai, je ne promets rien. Il faut que je sorte aussi des épisodes des différentes versions anglaises, allemandes, italiennes et espagnoles pour la semaine, parce que je suis passé sur un rythme hebdomadaire, mais les semaines sont dingues en ce moment, quoi. Ça passe à une vitesse. Et puis la semaine prochaine, je participerai au Césif, et il y aura une petite surprise mardi soir ou mercredi, je sais plus, il y a une petite surprise qui va arriver, c'est de la semaine prochaine. Je vais vous tenir au courant. D'ici là, profitez de ce week-end. Et à très bientôt, tout simplement d'ici quelques heures, en direct du Berry. Au revoir.